Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 27 avril. Notre invité ce midi, l'humoriste Laurence Joseph, qui sera à l'appart samedi soir à Jarry pour son One Woman Show. Ça va décoiffer. Nous en parlerons en détail avec elle à la fin de cette édition. Mais avant, débutons ce journal avec ces images de démolition. Vous allez le voir, c'est tout ce qu'il reste de l'ancienne école de Calvaire à Bémao. L'établissement scolaire doit être reconstruit aux normes parasismiques. Ces travaux de démolition doivent durer 3 mois. Le futur groupe scolaire comptera à terme 6 classes de maternelle et 10 classes élémentaires. Plus de détails tout de suite avec le maire de Bémao, Hélène Polifonte-Molia. Elle est interrogée par Johan Charpentier-Titi. Alors répondre aux enjeux en construisant des écoles, mais surtout avoir des écoles qui répondent aux normes parasismiques. Et c'est la raison pour laquelle cette école aujourd'hui fait l'objet d'une démolition et une reconstruction parce qu'elle ne répondait pas justement à ces enjeux parasismiques. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que nous vivons cette démolition aujourd'hui, puisque j'ai moi-même accompagné mes enfants dans cet établissement. Mon père a fréquenté cette école, de nombreuses personnes dans la famille ils ont fréquenté cette école, pas forcément moi, mais et mon époux a fréquenté cette école aussi, et autour les habitants qui sont là et qui regardent de loin ce qui se passe. C'est très important de comprendre ça. Donc beaucoup d'émotions pour nous, mais beaucoup de bonheur. C'est du bonheur parce que nous savons que les enfants qui vont pouvoir d'ici 24 mois intégrer cet établissement, eh bien non seulement auront un établissement répondant aux normes de sécurité, donc travailler en toute sécurité, également les enseignants. Les parents savent qu'ils déposent leurs enfants dans un établissement qui répond aux normes. Et nous allons reprendre ce que nous avons commencé, puisque même au-delà de ça, cette école était quand même équipée. Tout ce qui concerne le numérique, les enfants avaient tout ce qu'il fallait pour travailler. Nous allons rééquiper cette école, cette nouvelle école, et faire en sorte que les enfants puissent pouvoir travailler dans de bonnes conditions et pouvoir réussir surtout. Politique avec justement l'ancien maire de Bémao, député et président du conseil régional de Guadeloupe, Harry Chalus, qui a interpellé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin, sur le désengagement annoncé de l'État dans les sociétés immobilières d'outre-mer. Je vous propose d'écouter Harry Chalus. Monsieur le ministre, le désengagement annoncé de l'État dans les sociétés immobilières d'outre-mer SIDOM suscite l'inquiétude des organisations syndicales, des collectivités et des professionnels du BTP. Ce sont les principaux acteurs du logement social en Outre-mer. Elles représentent plus de la moitié du parc social, avec 108 000 logements en 2015 et 60% de la production de logements. Les sociétés immobilières de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie sont les seuls opérateurs publics sur leurs territoires respectifs. Au-delà du rôle déjà très important du bailleur social, ces sociétés de gros donneurs d'ordre, surtout pour le BTP, et contribuent fortement à l'activité, à l'aménagement des territoires et donc au développement économique et de l'emploi. Outre l'incertitude causée par le désengagement annoncé de l'État et par les différents projets de recapitalisation, d'autres freins obèrent la capacité de ces structures. En premier lieu, le changement fréquent dans le régime de défiscalisation, mais aussi les retards d'agrément délivrés par Bercy pour les opérations. Ainsi, singulièrement, en Guadeloupe, plusieurs constructions de logements sont en attente d'agréments fiscaux. Cette politique a un effet désastreux sur la commande publique et ne favorise pas la relance du secteur du bâtiment, déjà fortement impacté. Ces inquiétudes ont été relayées au ministère de l'Outre-mer par le président des fédérations régionales du BTP le 22 avril dernier, sans toutefois avoir pu obtenir des réponses rassurantes. Des grèves et des blocages menacent d'ores et déjà nos régions. Monsieur le ministre, parce que leur rôle est important pour l'aménagement et pour le développement économique de nos territoires, les collectivités d'outre-mer, à l'instar de la région Guadeloupe, veulent être impliquées et souhaitent connaître les résultats des réflexions de l'État. Pourriez-vous nous assurer que nos collectivités seront étroitement associées à cette réorganisation qui devra veiller à ne pas déstabiliser l'équilibre déjà fragile des donneurs d'ordre? Et c'est finalement la ministre du Logement et de l'Habitat durable qui a répondu à Harry Chalus. Emmanuelle Cos s'est voulue rassurante en précisant que loin de vouloir se désengager, l'État entendait mener une réflexion sur la gouvernance des sociétés immobilières d'outre-mer. Une réflexion à laquelle seraient associées les collectivités territoriales ultramarines.
Les collectivités de Guadeloupe qui étaient justement conviées hier matin à une matinée d'information sur le service civique. Le service civique, on le rappelle, s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Il leur offre l'opportunité de s'engager, de donner de leur temps à la collectivité et d'effectuer une mission d'intérêt général dans des domaines très vastes. Un engagement gagnant pour les deux parties, comme nous l'explique Marion Bordier. Carnet et stylo en main, ils étaient plus d'une cinquantaine à se renseigner sur le service civique à la salle Georges Tarrer. Des membres d'associations ou encore d'établissements publics de coopération intercommunale ont pu découvrir tous les bienfaits de cet engagement volontaire au service de l'intérêt général. Des avantages pour la collectivité territoriale, mais aussi pour le jeune. Ils viennent pour l'indemnité et c'est après qu'ils vont s'apercevoir que le service civique va leur apporter énormément en savoir-être et en savoir-faire et en acquisition de compétences. Et si on ne parle pas de travail, parce que le service civique ce n'est pas un travail, ils vont quand même acquérir des compétences de travail. Malgré tout, certaines collectivités territoriales restent réticentes à la prise en charge de jeunes en service civique. En cause, la situation de certains en décrochage scolaire ou encore l'indemnité de 106 € que la collectivité doit verser en complément des 467 € fournis par l'État. Mais aussi les 2 jours de congé accordés par mois de service effectué. Par manque d'informations, elles hésitent à prendre des jeunes parce que c'est vrai que ça n'est pas toujours facile quand on est dans une petite collectivité de prendre un jeune à service civique. Et nous sommes justement là aujourd'hui pour leur dire que non seulement c'est possible, mais que la DJSCS, le CNFPT, la DOM, les collectivités peuvent être à leur côté. Mais lorsque les collectivités territoriales se laissent tenter, elles sont pour la plupart satisfaites, tout comme les jeunes, notamment lorsqu'ils bénéficient d'une réelle formation et d'un soutien de la part de leurs tuteurs au cours de leur mission. Mission qu'ils choisissent et qui suscite parfois des vocations. Alors, nous avons la mission l'environnement et solidarité avec les foyers de logement des personnes, des seniors. Et nous avons la mission éducation pour tous. Nous avons quand même des jeunes de l'espace vert qui sont devenus horticulteurs, qui sont devenus paysagistes. Et nous avons des jeunes qui ont créé leur entreprise. Le service civique est une véritable chance pour les jeunes de 16 à 25 ans. 58% de ceux qui s'y laissent tenter sont des femmes et 42% des hommes, la plupart demandeurs d'emploi. En 5 ans, le dispositif a profité à 87 000 volontaires. Prochain défi à relever, atteindre les 150 000 inscriptions par an. L'actualité sociale en Martinique, 3e jour de grève des chauffeurs et des contrôleurs du réseau de bus Mosaïque. Hier, ils ont voté la reconduction de leur droit de retrait. Motif, l'absence de tickets sur certaines lignes suite à la mise en place d'un nouveau système de cartes magnétiques. En Guyane, plus de 30 000 logements doivent être construits au cours des 15 prochaines années dans le cadre du OIN, autrement dit une opération d'intérêt national. C'est en tout cas ce que recommande un rapport remis conjointement au ministre du Logement et de l'Outre-mer. Comme la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane souffre d'un manque de logements alors qu'elle doit faire face à l'augmentation régulière de sa population. La Guyane qui nous amène à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons ce midi au Brésil où 11 ouvriers sont décédés depuis le début des travaux dans le cadre des JO de Rio. Nous irons également au Mexique et à la Barbade. Voici l'actualité Caraïbe. Le vice-chancelier de l'Université des Indes occidentales, l'UWI, le professeur Sir Hilary Beckles, a appelé à un changement social profond à la Barbade en disant que les Noirs continuent d'être marginalisés et averti que la situation ne peut pas continuer. L'universitaire barbadien a décrit la structure sociale comme pyramidale, construite autour de la suprématie blanche et de la marginalisation noire. Il ajoute que ce système de la suprématie blanche économique est subversif à la démocratie. Le professeur Beckles informe qu'à la Barbade, la division du travail est prégnante. La communauté noire va occuper et contrôler la politique et l'élite blanche va contrôler l'économie. Il appelle les citoyens barbadiens à transformer ce modèle et à faire honneur aux grands hommes de la liberté, car ce modèle n'est pas démocratique et la jeune génération barbadienne mérite mieux que cet héritage. Le professeur Sir Hilary Beckles est un haut fonctionnaire de l'UWI.
Il est également président de la commission des réparations près de la CARICOM. Les données personnelles et récentes de plus de 80 millions d'électeurs mexicains sont accessibles librement en ligne, sans mot de passe ou autre système de sécurité stocké sur un serveur Amazon. C'est ce qu'a révélé Chris Vickery, un spécialiste de la sécurité informatique texan, qui dit avoir découvert cette base de données gigantesque le 14 avril dernier. L'Institut électoral national du Mexique, l'organisme qui recense les données des électeurs, a confirmé cette information, mais affirme ne pas être à l'origine de cette fuite. Elle pourrait venir, selon lui, d'un des 9 partis mexicains à qui il fournit une copie de ces documents. Une représentante de l'Institut assure que la base de données originale est stockée hors ligne et qu'elle est transmise aux partis politiques sur des CD, des disques durs ou des clés USB. L'Institut a annoncé avoir porté plainte pour crime électoral. Ce n'est pas la première fois que les données personnelles des électeurs mexicains sont mises en ligne. En 2013, une base de données similaire contenant des informations datant de 2010 permettait à n'importe qui d'effectuer des recherches sur les électeurs enregistrés. Une équipe de football est morte. L'inspection du travail du Brésil a lancé un cri d'alarme en annonçant que 11 ouvriers étaient décédés dans les travaux autour des JO de Rio, plus que sur les chantiers du Mondial 2014 de football dans tout le Brésil. Cette macabre comptabilité est consignée dans un rapport diffusé par l'inspection du travail qui espère attirer l'attention pour sensibiliser les autorités sur la sécurité au travail et éviter de nouveaux accidents. Pour Hélène Castillo, responsable de l'audit sur les travaux olympiques, tout vient du manque de planification et de la course contre la montre au moment de finir. Certains chantiers des JO 2016 ont pris du retard, comme le Vélodrome ou la nouvelle ligne du métro, qui doit être inaugurée en juillet, à 1 mois de la cérémonie d'ouverture selon les autorités, soulevant le scepticisme général. Et sur ce seul chantier, 3 ouvriers ont perdu la vie. L'un a eu le crâne écrasé par un camion, un autre a chuté d'un escalier et un troisième a été fouetté par un tuyau contenant de l'air comprimé. Il y a eu aussi 2 blessés graves, avec un ouvrier hospitalisé après une électrocution et un autre amputé d'une jambe, a ajouté Hélène Castillo, un lourd bilan pour ces JO. Retour en Guadeloupe avec une actualité plus réjouissante. Vous êtes peut-être à table, on va justement parler de goût. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DAF, organisait ce matin une formation à l'éducation au goût. Une formation destinée aux diététiciennes, aux infirmières puéricultrices ou encore aux animateurs périscolaires. Marion Bordier nous donne plus de détails. 3 jours, c'est le temps qu'a duré la formation à l'éducation au goût à la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Diététicienne, animatrice périscolaire, infirmière puéricultrice ou encore ingénieure en agroalimentaire, au total une quinzaine de professionnels y ont participé. Une véritable découverte du fonctionnement de nos papilles et notamment de celle des enfants. Il va être plus difficile de lui apprendre à manger des choses nouvelles. Il va falloir les présenter plusieurs fois sans le forcer pour l'habituer à regarder les choses nouvelles, lui expliquer, à les sentir. Et progressivement, on peut lui faire déguster, goûter tout doucement d'abord du bout de la langue. Puis après, des toutes petites cuillères en lui permettant par exemple de recracher s'il n'aime pas, sans le forcer. Le goût se forme entre 0 et 2 ans avant que ne surgisse le phénomène de néophobie alimentaire. Autrement dit, le rejet de tout aliment ou mets nouveau par l'enfant. Mais ce n'est pas une fatalité. Ça nous permet d'avoir une approche différente en fait avec les enfants, de voir comment ils ressentent les sensations en fait, le goût, ce que ça provoque, à quoi ils pensent en fait quand ils ont un aliment nouveau. Quand ils voient l'aspect d'un aliment nouveau, la texture, enfin la consistance, on a tendance à vouloir toujours équilibrer, alimentation équilibrée, changer la façon de manger, mais on met pas assez l'accent sur les sensations et sur la nouveauté, en fait, sur le ressenti. La perception du sucré est innée, contrairement à celle du salé, de l'amer ou de l'acide. Il est important de faire découvrir diverses saveurs à l'enfant, mais progressivement, afin de développer son goût. Et surtout, pour éviter qu'il ne soit touché par l'obésité, provoquée par la malbouffe, principalement composée de sucre.
les enfants ne sont pas plus compliqués parce qu'ils sont très curieux, même des nouvelles choses ou de ce qu'ils peuvent découvrir. Mais les enfants sont inondés de publicité, de mauvaises choses, entre guillemets. Les goûters qu'il y a soda, il y a chips, il y a biscuits sucrés, sachant que pour une journée d'école, un parent peut mettre jusqu'à 4 goûters. En dehors des enfants, ce sont surtout les parents qu'il faut éduquer au goût, un goût que les 4 autres sens influencent. Par exemple, se boucher le nez ou bien changer la couleur d'un plat modifie l'impression que l'on en a. Si vous êtes samedi soir à l'appart à Jarry, attention, vous risquez fortement d'être décoiffé. L'humoriste Laurence Joseph est en Guadeloupe pour son nouveau spectacle intitulé « Ça va décoiffer » et elle est sur notre plateau ce midi. Bonjour Laurence Joseph. Bonjour. Alors on est gâtés puisque ce spectacle, en fait, vous le présenterez en juin prochain à la Cigale. Oui. Alors est-ce que vous avez voulu donner la primeur aux Guadeloupéens ou alors c'est aussi un bon moyen de tester justement cette nouvelle version face au public guadeloupéen? Dans un premier temps, j'avais vraiment envie de donner la primeur aux Guadeloupéens parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué ce spectacle, déjà 1 an, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis et c'est vrai que les téléspectateurs vont me connaître un peu mieux et savoir comment je fonctionne et comment ça se passe, quoi. Il y a beaucoup de nouveautés dans le spectacle. Le Guadeloupéen est un bon public pour tester un spectacle d'humour? Très très bon public parce que quand il n'aime pas, ça se ressent très très vite et quand il aime, on le sait aussi. Donc oui, je préfère tester. J'aime pas ce mot tester parce que c'est un spectacle que j'ai déjà joué pas mal en Guadeloupe et tester non, c'est pas, c'est plutôt sentir la chaleur et sentir les choses qui vont faire que je vais trouver des petites choses en plus quand je serai à la Cigale. Donc c'est une nouvelle version. Oui. On va quand même retrouver votre personnage fétiche, Ernestine. Ernestine revient, elle a la langue encore plus piquante et les personnages ont vachement évolué. Ce sont des personnages qui fonctionnent avec le spectacle vivant aussi, comme moi. Donc j'évolue, donc eux aussi évoluent, eux aussi ont d'autres choses à dire. Donc c'est un spectacle très très drôle où je m'éclate, où je passe vraiment un bon moment et j'invite les téléspectateurs à venir voir parce qu'il y a j'appelle ça plutôt des performances parce que c'est assez difficile de tenir une scène sur 1 heure, 1 heure et demie avec 7 personnages différents, dont des hommes, parce que je chante aussi, donc c'est vrai que c'est... Alors qui on va retrouver sur scène? Alors on va retrouver donc Ernestine qui revient, on va retrouver Kilet, parce que Kilet c'est le personnage préféré, un des personnages préférés des spectateurs, avec toute sa gouaille, et puis il va parler de la violence, il va parler à sa manière de la violence, et puis il y a Viviane qui revient aussi, mais Viviane a fait un tour en Espagne, donc apparemment son accent a un peu changé, et puis il y a... On peut avoir un petit extrait peut-être? Ah, vale. Je suis Viviane et je suis contente de vous retrouver. Je pense que maintenant il faut regarder Vale todo, parce que tu parles pas espagnol, toi. Vale, tant pis pour toi, tu comprends? Je vais parler de l'amour et parler de todo. Voilà, je suis contente que Laurence m'a laissé un petit peu parler parce qu'elle aime pas ça, hein, tu sais, elle aime pas du tout, hein, pas du tout. Non, j'aime pas trop les laisser parler sur les plateaux et leur placer sur scène, donc voilà. Donc à vous retrouver à l'appart. Alors le public aussi vous a découvert évidemment avec votre compagnon dans la série Domino. Je crois qu'il y a une 4e saison qui a été tournée d'ailleurs. Voilà, la 4e saison a été tournée, elle est terminée, donc les 80 épisodes sont en boîte, ils n'attendent que le moment pour être diffusé, et puis il y a beaucoup de surprises puisqu'on se retrouvera en Bretagne dans une crêperie avec de nouvelles histoires, et on va dire que toutes les difficultés qu'avait Laurent en Guadeloupe, moi je vais retrouver ces difficultés en Bretagne. Et puis on continue bien évidemment à mixer toutes ces cultures, la culture bretonne et la culture guadeloupéenne pour le plaisir des téléspectateurs. Laurent Joseph, une dernière question. Samedi, le PSG a remporté la Coupe de la Ligue. Vous le vivez bien? Alors j'avais fait une petite vidéo. Voilà, justement, c'est exactement par rapport à ça. Alors j'avais fait une petite vidéo qui a bien tourné, qu'ils étaient déjà arrivés en quart pour la Champions League avec Manchester City.
Et j'avais dit, ils sont arrivés en quart, ils vont tourner à pied. Alors effectivement, ils ont gagné la Ligue, la Coupe de la Ligue, c'est très bien, mais sorry, comme on dit, sorry, vous n'êtes pas en demi concernant la Champions League, vraiment. Je suis un petit peu le foot, j'essaie de m'y intéresser parce que c'est des sujets où on peut un peu piquer les gens, et j'ai vu que je les ai bien piqués. Donc désolé. Hein, une vidéo qui a bien fait le buzz sur votre page Oui, Facebook. désolé, mon cher Zoped. Merci Laurent Joseph, en tout cas, d'avoir été sur notre plateau ce midi. On rappelle que vous serez à l'Appart samedi soir à Jarry pour votre nouveau spectacle Ça va décoiffer. On va nous ouvrir notre page des sports avec tout d'abord les dernières nouvelles de la Transat AG2R. Hier, l'équipage des Saintes d'Arthur Prat et de Nicolas Thomas est arrivé à Saint-Barth en 9e position. Marie Galante avec Kenny Piperol et Benjamin Augereau devraient eux franchir la ligne d'arrivée en fin de journée. Sur ces images, vous voyez donc Arthur Prat et Nicolas Thomas arrivés 9e. En basket, les filles de la MJC des Abîmes ont été sacrées pour la 11e fois championnes de Guadeloupe. Un 6e titre d'affilée remporté 51-49 contre le Bemao Basket Club lors du 3e match de la finale des playoffs. C'était hier soir. Chez les garçons, le Saint-François Basket Club mène 2-1 contre l'Étoile de l'Ouest après sa victoire hier soir 94-85. Du football avec l'Étoile de Morne-à-L'Eau qui conserve une petite chance de se maintenir en division d'honneur grâce à sa victoire 1-0 hier soir face à la Juventus de Sainte-Anne. C'était pour le compte de la 23e journée de DH. Et puis du foot encore avec la deuxième demi-finale du trophée Margaillard. Elle opposera ce soir à partir de 20h au Gosier le CSM et le Sirocco. Au match aller, les Mouliens s'étaient imposés sur le score de 2-0. Le vainqueur affrontera en finale la Gauloise de Basse-Terre. Après le football, on va parler de futsal. C'est une discipline, vous le savez, qui a son championnat en Guadeloupe et qui a aussi ses fans. Le Crêpes des Antilles-Guyane donne d'ailleurs la possibilité à ceux qui aiment le ballon rond de venir s'adonner aux joies du futsal dans les mêmes conditions qu'un championnat. Le reportage d'Éric Pommier. On ne change pas une formule qui gagne. Après un premier rendez-vous futsal au Crêpes Antilles-Guyane organisé le 10 mars dernier, les adeptes pourront retrouver le parquet du gymnase des Abîmes selon un calendrier bien défini. Car la formule a fait mouche. Côté organisation, on s'en réjouit, d'autant plus que le rendez-vous est désormais inscrit dans les tablettes des activités de cette université du sport. Objectif, permettre aux joueurs de baigner dans une atmosphère sereine, atmosphère que le Crêpes veut qu'elle soit la marque de la compétition. Alors l'intérêt, c'est la convivialité et le sport. L'idée, c'est de regrouper des entreprises, des associations, mais aussi des groupes d'amis pour pouvoir participer à une soirée conviviale. Les rencontres changeront de visage à chaque édition, car la formule se veut innovante. Comme l'édition d'hier soir, elle était réservée uniquement aux joueurs de plus de 35 ans. Et qui limite un petit peu effectivement les clubs, qui fait qu'on se retrouve avec 8 équipes qui viennent d'horizons différents. Tout à fait. Je sais que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur au niveau international d'une part, mais aussi sur la Guadeloupe. On voit le niveau des joueurs de futsal et le niveau du championnat qui se développe de plus en plus. Et d'autre part, on a un outil qui est très intéressant pour le futsal. On a le gymnase en parquet, qui fait que les joueurs peuvent s'amuser et rapidement évoluer sur ce sol. Le rendez-vous est inscrit de façon pérenne. En perspective, des rencontres sont d'ores et déjà pensées. Les organisateurs prévoient de mettre en place d'autres événements autrement originaux, un tournoi mixte, un autre réservé exclusivement aux femmes ou encore aux jeunes. Une rencontre Interpol pourrait également voir le jour. Le Crêpes et le futsal font désormais bon ménage. Nouveau coup d'envoi prochainement, toujours avec cette devise, le futsal oui, dans la bonne humeur s'il vous plaît. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Petit-Bourg, en raison du lavage de réservoirs, la distribution de l'eau potable est interrompue dans les zones de Caboux et Tambour. Retour à la normale en fin de soirée. Au Moule et à Petit Canal, des travaux sont effectués également depuis ce matin sur un réservoir. Conséquence, des manques d'eau se font ressentir pour le Moule dans les zones de Damancourt, des Varieux, du Rival, du Thau, l'Oranger, la Baie, la Plante ou encore Sainte-Marguerite. Perturbations aussi à Petit Canal dans les secteurs de Pavillon et Vériplat. Retour à la normale en début d'après-midi.
Enfin, aux abîmes, perturbations dans le bourg, rue Achille René Boisneuf et dans la ZAC de Dotemar. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochaines heures. Le temps qu'il fera cet après-midi en Guadeloupe, le ciel va rester partagé entre les éclaircies et les passages nuageux. Les températures afficheront cet après-midi entre 28 et 31 degrés. Je vous rappelle également que la qualité de l'air est encore mauvaise aujourd'hui en raison de la présence des brumes de sable sur notre archipel. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie de l'information nationale et internationale. Je vous retrouve ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.